جامعة محمود الماطري أول جامعة خاصة مختصة في العلوم الشبه الطبية. جامعة محمود الماطري، الامتياز والالتزام. Alors, bonjour à tous et bienvenue à notre cycle de conférence Retour sur la médecine arabe et tunisienne, savoir, acteurs et pratiques du soin, organisé par le laboratoire Acilia Paula de l'université Mahmoud El-Maatri. Alors, dans ce cycle de conférence où il a été question donc, de l'histoire de la médecine en Tunisie et dans le monde arabe, arabo-islamique, qui s'est décliné, ce cycle s'étant décliné de manière chronologique, on avait commencé lors de la première intervention avec Carthage, donc avec la période punique de l'histoire carthaginoise. Et cette communication avait tenu à rendre hommage à cette période carthaginoise, à l'histoire de la médecine donc en Tunisie pendant la période punique et aux pratiques, aux acteurs de cette médecine, notamment à travers le médecin Abd Shmoun, médecin du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et cette présentation avait été offerte par le docteur Chedli Ibn Youssouf, donc qui nous avait présenté les pratiques médicales et les pratiques du soin dans la Carthage punique. Mais bien sûr, Carthage a été punique, puis romaine, et c'est une période, sur le plan en tout cas de l'histoire des pratiques et des savoirs scientifiques et médicaux, qui était un petit peu moins connue, en tout cas pas nécessairement peu étudiée, mais disons que la dimension carthaginoise ou africaine de cette médecine a été un petit peu diluée dans une histoire romaine plus large, réappropriée aussi, sans distinction des particularités de cette région, les particularismes locaux de cette médecine. Et ça correspond donc à la période romaine de la Tunisie actuelle, qui a été appelée Africa, donc la province romaine d'Afrique, dans laquelle Carthage, bien sûr, a été un pôle culturel et intellectuel très important, capitale même, disons, de cette région-là. Alors, avec mon camarade Grégory Claes, chercheur au FNRS, donc Centre de recherche scientifique belge, et qui est affilié à l'université de Louvain-la-Neuve en Belgique, nous allons tenter au cours de cette communication qu'on a simplement intitulée La médecine romaine à Carthage, qui se veut quand même une réflexion un peu générale, qui mérite bien sûr des recherches plus approfondies. Mais en tout cas, on essaiera de s'interroger sur cette période de l'histoire de Carthage, ces pratiques du soin, certains acteurs, en tout cas les acteurs les plus connus qui nous sont parvenus de cette médecine, les praticiens, les philosophes et autres acteurs de la médecine, les savoirs qui ont été acquis, discutés, développés, les sources anciennes mobilisées, les liens et les transmissions avec le reste du bassin méditerranéen, et puis les éventuelles retombées dans le reste de l'Empire ou sur une médecine postérieure, plus tardive, notamment pendant la période arabo-islamique de la Tunisie. Alors, cette communication va se décliner autour de 4 grands axes. Alors, les savoirs et les pratiques médicales à Rome, on va dire dans l'Empire romain de manière générale, la particularité de Rome par rapport à la médecine grecque qu'on a connue donc, précédemment. Puis, les savoirs et pratiques médicales particulièrement à Carthage, capitale de la Rome africaine, donc capitale africaine de Rome. Ensuite, quelques grands noms de médecins et de leurs travaux vont être exposés. Et enfin, voir un petit peu l'apport de cette médecine et les retombées éventuelles donc, dans la province africaine. Alors, voici une carte de l'Empire romain dans laquelle on peut voir les grandes capitales ou les grandes villes plus ou moins importantes selon la périodisation. Donc, on va dire qu'on est entre le 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 4e, 5e siècle, là où les grands auteurs qu'on va présenter se situent plus ou moins. Donc, nous avons des grands centres culturels, donc on voit en Carthage, donc dans l'Afrique du Nord, actuelle Tunisie, et on voit évidemment Alexandrie, d'autres grands pôles très importants qui se situent plus ou moins dans la région de l'ancienne Grèce, Pergame, Éphèse, qui étaient donc des très grands centres également culturels et intellectuels, et dans lesquels vont se situer donc un petit peu les échanges et la transmission des savoirs. Nous serons en tout cas plus ou moins dans le début du développement de l'Empire, qui est quand même très, très étendu, comme on le voit sur cette carte. Et bien sûr, nous allons essayer de se concentrer plus particulièrement sur Carthage, mais on verra que toutes les zones seront quand même très connectées, les savants se déplaçant beaucoup, et les savoirs circulant bien évidemment beaucoup.
Alors, les grands noms de la médecine, qui a été de manière peut-être un peu abusive qualifiée de gréco-romaine ou de gréco-latine. Alors, gréco-latine, c'est peut-être un terme plus correct dans la mesure où on veut se concentrer sur la langue d'expression du savoir. C'est vrai que la langue grecque s'est imposée très, très rapidement et est restée très longtemps la langue scientifique. Et puis, il y a eu bien sûr des textes qui ont été rédigés en latin par la suite. Et puis, les noms des médecins, disons, la dimension médicale de ces grands auteurs n'a pas été toujours connue, ou du moins n'a pas toujours été... on n'a pas toujours insisté forcément sur la dimension médicale de certains de ces auteurs, puisque à l'époque, on parlait beaucoup de polygraphes. On avait beaucoup d'auteurs qui s'intéressaient à divers domaines du savoir et qui parfois s'intéressaient aussi à la médecine ou réfléchissaient, avaient des réflexions philosophiques sur la médecine. Mais nous avons quand même des grands auteurs, comme par exemple Galien, qui a été une référence majeure. Donc Galien est originaire de Pergame, est un médecin qui a exercé une influence extrêmement importante dans tout le pourtour méditerranéen, et dont les œuvres, bien sûr, vont circuler, vont être traduites en arabe, puis en latin. Donc il va marquer l'histoire de la médecine à partir du IIe siècle jusque très tardivement la période médiévale et au-delà, et un petit peu au-delà. Et puis d'autres auteurs comme Rufus d'Éphèse aussi, qui va avoir une grande influence. Oribase du IVe siècle, donc un petit peu plus tard, qu'on va retrouver aussi dans les sources, on va le voir cité dans les sources postérieures, et qui va préserver donc beaucoup d'écrits médicaux grecs. Et puis on a le nom de Dioscoride, alors, qui est je ne sais pas si on peut dire que c'est un botaniste ou c'est la médecine, en tout cas la pharmacopée, plutôt son œuvre, c'est une œuvre de pharmacopée, mais bien sûr la pharmacopée et les soins issus des plantes sont tout à fait nécessaires dans la pratique de la médecine à l'époque. Et nous avons d'autres noms qui sont peut-être un peu moins connus, mais qui représentent des sources et des références très importantes pour la médecine romaine de cette époque. Asclépiade de Bithynie, qui est considéré comme un initiateur de l'école méthodique. On va revenir dans un instant sur les particularités de cette école de pensée. Cels, le médecin Cels aussi, dont on a quelques éléments aussi qui ont été cités par d'autres médecins. Et puis, alors c'est vrai que nous avons, comme on l'a montré dans la carte, la partie orientale de l'Empire romain, dans lequel se trouve un petit peu Galien, Rufus d'Éphèse, etc., là où il y avait une activité très, très importante. Mais nous avons quelques noms, comme Marcellus Empiricus de Bordeaux, qui était natif donc de la Gaule, la France actuelle, ou d'autres auteurs aussi qui se sont intéressés donc, à la médecine et à la réflexion médicale. Alors, la médecine, les pratiques médicales, disons, à Rome. Alors, il est intéressant de rappeler peut-être qu'il y a quelques distinctions entre la pratique médicale en Grèce et à Rome. C'est vrai qu'en Grèce, on avait des écoles de pensée auxquelles étaient reliées des grandes figures. On pense à Hippocrate avec l'école de Cos, par exemple. On pense à Éphèse et d'autres écoles et d'autres grands noms. C'était une médecine assez privée, entre guillemets. Donc, les sources se rejoignent sur ce point. Et puis, nous avons bien sûr le passage par Alexandrie, donc à la période grecque et puis la période hellénistique. Alexandrie, donc la capitale, qui était une capitale dans laquelle on retrouve bien sûr des héritages de l'Égypte ancienne, et puis l'empreinte grecque, évidemment, dans les pratiques et dans les savoirs médicaux. Et puis, à partir du développement donc, de l'Empire romain, il y a quand même certaines différences entre les deux médecines. Certaines sources parlaient même d'absence de médecine dans la Rome antique. Déjà, d'une part, peu de choses ou peu de sources en fait, nous sont parvenues sur les pratiques de la médecine à cette époque-là. Donc, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'elles n'existaient pas, mais on a eu un certain nombre d'éléments qui ne nous sont pas parvenus. On n'a pas d'équivalent, disons, latin du corpus hippocratique, par exemple. On a des sources qui indiquent qu'il y avait une certaine méfiance envers l'art médical à Rome. Et on retrouve dans des travaux assez récents, en fait, on essaie je peux citer par exemple un ouvrage de Véronique Dazin, qui est La médecine dans l'Antiquité grecque et romaine, qui date de 2007, donc c'est assez récent, où il y a une espèce de panorama de ces pratiques et des savoirs médicaux à Rome, dans la Rome antique, avec quand même des éléments qui semblent rapporter qu'il n'y avait pas de considération très, très élevée pour les savoirs médicaux, enfin, pour la pratique médicale par un praticien, on va dire. Donc, on retrouve dans les sources, par exemple, Caton l'Ancien, bon, ça date du IIIe siècle avant Jésus-Christ, où il y avait quand même une sorte de contestation du recours aux praticiens. On évoquait plus la médecine comme étant une forme d'hygiène de vie ou de prévention
pour garder la bonne santé, mais on évitait, ou en tout cas on ne considérait pas spécialement le recours aux médecins ou aux praticiens comme étant très important. Il y avait bien sûr le côté risque de tomber sur un charlatan, etc. Et Pline l'Ancien, d'ailleurs, donc Pline qui a écrit une œuvre sur une sorte d'encyclopédie sur l'histoire naturelle, consacre quelques chapitres aussi à la connaissance médicale, et il rapporte qu'il n'y avait pas de médecine à Rome pendant à peu près 6 siècles, donc pas avant le 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc les premières traces seraient à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ. Et on semble lire aussi dans ses écrits qu'il y a une sorte d'inutilité de la profession médicale. Il ne s'agit pas des savoirs uniquement médicaux qui peuvent se transmettre de manière orale ou de certaines pratiques, comme je le disais, de prévention, de régime, etc. Mais la profession en fait, médicale est quand même peu considérée dans l'Empire romain. Et puis, on peut aussi, par rapport à la pratique chez les Grecs, on peut voir qu'il y a une différence donc, entre une sorte de médecine privée, où on voit un recours vraiment à un praticien. On est quand même ici face à ce qu'on peut appeler la santé publique, bon, même si le terme n'est peut-être pas approprié, mais c'est une sorte d'équivalent de santé publique. On est donc, comme je le disais tout à l'heure, la question de la prévention, l'hygiène de vie donc, est bien promue par la culture romaine. Et puis même politiquement, il y a une mise en place d'une forme de communauté médicale, c'est-à-dire qu'on essaye d'améliorer les conditions pour que les citoyens soient en meilleure santé. Les aqueducs pour acheminer l'eau, par exemple, l'évacuation des eaux usées, la présence de bains publics. Donc, ce sont des choses, bien sûr, qui entrent dans les habitudes sanitaires et qui permettent, en tout cas, qui promeuvent une meilleure santé. Et ça, ce sont, on va dire, des pratiques, une forme d'institutionnalisation de la santé. Pour ce qui est de la théorie, alors encore une fois, les savoirs théoriques sont un peu dépréciés par rapport à ce qui se passait dans la Grèce antique, malgré le fait que, bien sûr, l'héritage hippocratique, et par la suite, avec les travaux de Galien, bien sûr, qui vont être très, très importants, il va y avoir une transmission de ces savoirs théoriques. D'ailleurs, la plupart en langue grecque, le savoir grec va s'imposer petit à petit, va aller au-delà de cette habitude et de cette culture un petit peu de la santé, uniquement santé publique. Donc, on va avoir petit à petit une implémentation de ces savoirs théoriques. Et parce que effectivement, c'est plutôt, disons qu'il y a une espèce de pivot autour duquel se constituait la médecine à Rome, qui est la pratique médicale directe, donc ce qu'on pourrait appeler la chirurgie, donc les remèdes directement sur le corps, la question des régimes et de la diététique, bien sûr, pour la prévention, et puis bien sûr la pharmacopée, donc la préparation de certaines potions, de certains médicaments, donc qui pourraient donc aider à améliorer la santé. Les médecins qui pratiquaient donc, la médecine à Rome avaient des profils assez variés. Donc, on avait essentiellement des praticiens qui étaient les médecins ambulants. Et puis, on avait ce qu'on appelle les iatrosophistes qu'on pourrait considérer comme des philosophes de la médecine, qui ne sont pas nécessairement des praticiens, mais qui réfléchissent, qui discutent sur la théorie médicale, sur la santé, la maladie, comment on acquiert la santé, de comment est basé, en fait, sur quel élément se base la bonne santé, la maladie, qui parfois même peuvent transmettre leurs connaissances par l'enseignement. Et puis, nous avons aussi d'autres types de médecins dits publics, un peu comme des fonctionnaires, des médecins de la cité, qui peuvent guérir donc, les citoyens, voire même des médecins militaires. On avait aussi une espèce de distinction dans l'Empire romain de la médecine un peu militaire, donc pour les blessés de guerre, etc., qui se réunissaient autour de ce qu'on appelle les valutidinaria, dans lesquels étaient soignés donc uniquement les militaires. Et puis, il y avait bien sûr les temples. Alors, pour les temples, c'est aussi autre chose. On a ici des pratiques qui peuvent être héritées même qui peuvent être très anciennes, le côté religieux justement de la médecine, où on se retrouve autour de temples pour faire des prières, pour se recueillir, pour essayer de se reposer même parfois, pour acquérir donc une bonne santé. Et puis d'autres profils qui peuvent être des auxiliaires de santé, des accoucheuses, des apothicaires, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des paramédicaux par exemple, des infirmiers, des infirmières, etc. D'ailleurs, voilà, nous avons les titres justement ocularistes. On avait ce qu'on appelle des oculistes aujourd'hui, une sorte d'équivalent ancien de l'ophtalmologie. Les marsus, qui sont ceux qui guérissaient des morsures de serpents, ou les chirurgies, donc, ou autres auxiliaires comme les iatromaya, les pharmacopolae, nutrix ou obstétrix, donc, pour ce qui est des accouchements, donc les sages-femmes.
Et puis, pour les lieux de formation, nous avons donc les grands centres qu'on a vus tout à l'heure dans la carte, et on les voit un peu plus précisément ici. Donc, notamment Alexandrie, Pergame et Carthage, qui va elle-même donc représenter un centre culturel pas du tout négligeable, et même très, très important. On va pouvoir le voir à travers donc, les quelques noms de médecins que nous allons présenter. Pour ce qui est donc des écoles théoriques, entre guillemets, alors effectivement, la Grèce antique a laissé comme héritage, bien sûr, le corpus hippocratique et la théorie des humeurs d'Hippocrate, qui a quand même marqué l'histoire de la médecine pendant très longtemps. Après, il va y avoir bien sûr la marque de Galien, ce sont les deux grandes références majeures de l'histoire de la médecine. Mais il y avait d'autres écoles qui se sont un petit peu distinguées, notamment dans la Rome antique. On a très peu vu cette influence par la suite. Mais il est intéressant de rappeler la présence de ces écoles. Donc, on a l'école logique dogmatique qui se caractérise par l'approche rationnelle, donc, surtout le corpus hippocratique notamment, donc la recherche des causes. Bien sûr, on ne parle plus d'éléments surnaturels comme cause des maladies, ni astrologiques, ni divines ou autres. On se base réellement sur la théorie des 4 éléments, les humeurs, l'équilibre des humeurs, etc., pour expliquer la santé et la maladie. Donc Hippocrate, le grand représentant. Et pour ce qui est de la médecine carthaginoise, romaine, africaine, on va le voir tout à l'heure, c'est Cassius Félix, notamment, qui appartiendra à ce courant de pensée. Il y a bien sûr la tendance empirique. Bon, l'empirisme, on va voir, va quand même s'imposer. Enfin, on va avoir beaucoup d'empiristes tout au long de l'histoire de la médecine, même au-delà du Moyen-Âge, puisque ce sont des savants qui accordent beaucoup d'importance sur l'expérience et l'observation. On considère même parfois que l'accès aux causes peut ne pas être accessible, justement, et que c'est à partir de l'observation et de l'expérience qu'on peut expliquer donc les maladies, qu'on peut trouver des remèdes, étudier les symptômes et leur trouver des remèdes. Et puis, il y a cette école qui est dite méthodique ou méthodiste, qui va être très, très importante justement pendant la période carthaginoise et la période romaine africaine, puisque un certain nombre de savants vont se réclamer de cette école, et elle serait issue donc, du premier, celui qui aurait initié, donc on a parlé tout à l'heure, c'est Asclépiade de Bithynie au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et puis, nous aurons Soranus d'Éphèse qui va être le plus grand représentant de cette école. Et Soranus d'Éphèse va être commenté, lu, ces théories adoptées par un certain nombre de médecins donc, africains. On va le voir aussi tout à l'heure. Et cette école se caractérise, donc, disons, par ce qu'on appelle la communauté, les traitements communautaires, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un ensemble de symptômes qui vont être vus de manière communautaire, c'est-à-dire que ce n'est pas individuel. C'est la santé considérée comme la circulation d'un flux de manière constante, et ce sont les excès de ce flux ou les insuffisances de ce flux qui expliquent donc, la maladie. Donc, il y a les états de resserrement, de relâchement ou mixte, donc on doit faire en sorte de diminuer ce relâchement ou au contraire de l'accentuer, tout dépend de l'état du malade. Et c'est une médecine qui accorde beaucoup d'importance en fait à la physiothérapie, ce qu'on appellerait aujourd'hui la physiothérapie, à la diététique, au massage, à la gymnastique, voire aussi à la musique pour les états disons, de mélancolie ou de dépression. Donc, c'était une méthode, en tout cas un courant de pensée qui était très apprécié par l'Empire romain, par la Rome impériale, qui accordait beaucoup d'importance d'ailleurs à l'alimentation, à la bonne alimentation et à la culture physique aussi, donc au fait de faire des activités sportives pour se maintenir en bonne santé. Et donc, c'est une tendance qui est assez intéressante et qui sera bien entendu contestée par Galien par la suite, donc il va fortement s'opposer à cette école de pensée. Et ce sera une école qui sera en tout cas à Carthage relativement bien représentée. Donc Carthage romaine, donc, pour la situer un petit peu, pour situer le contexte de la place de Carthage dans l'Empire romain. Donc, c'est en 146 avant Jésus-Christ qu'elle a été détruite par les Romains et qu'elle s'intègre donc à l'Empire, et elle restera donc une capitale importante malgré tout. Il y aura cette fondation de cette colonie romaine donc, par César en 44 avant Jésus-Christ, et jusqu'en 439, donc la conquête par les Vandales. Donc, nous avons une périodisation en fait qui va à peu près du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 4e, 5e siècle, même si la période, on va dire, dans laquelle on peut intégrer les savoirs médicaux peut commencer à partir du 1er siècle, après de notre ère.
et donc elle sera intégrée par la suite à l'Empire byzantin après la chute de l'Empire romain, donc au 5e-6e siècle, jusqu'à la prise par les Arabes en 698. Et on va voir que cette ville, donc, qui était une ville très importante, on l'a vu lors de la première communication à la période punique, elle va garder donc ce pôle culturel important dans l'Empire romain, au sein de l'Empire romain. Elle va maintenir donc un savoir scientifique non négligeable, même si, comme je le disais aussi au début, il va être, dans l'historiographie en tout cas, il a été un petit peu dilué au sein de l'Empire romain sans qu'on sache véritablement quelle est sa place particulière, son particularisme justement régional. Certains travaux d'ailleurs insistent sur la langue en disant que le latin d'Afrique était un latin particulier, ce n'était pas le même latin qui était parlé dans la Rome, enfin dans la capitale, que ce soit donc Rome ou les autres parties de l'Empire. Donc c'est très intéressant aussi de revoir les ouvrages à partir de ce prisme-là. Et c'était une ville donc sur le plan économique et culturel très important, puisque une forte prospérité, la période en tout cas de notre période ici est une période de forte prospérité, donc sur le plan de l'urbanisme, sur le plan des exportations de l'agriculture, l'huile d'olive notamment, et puis sur le plan donc, de l'éducation, philosophie, littérature, médecine, etc. Des contacts et des échanges très importants entre les autres centres culturels romains, Alexandrie, etc. Donc, avant de céder la parole à mon collègue Grigory Claes, qui va vous présenter donc les quelques grands noms de ces médecins dits africains, donc on va appeler carthaginois parce qu'ils appartiennent donc à cette capitale culturelle qui était Carthage, même s'ils ne sont pas originaires de Carthage même, mais de la région de l'actuelle Tunisie, de l'Africa romaine. Certains sont venus exercer à Carthage, d'autres sont allés séjourner parfois à Rome ou en Grèce pour parfaire leur éducation et sont revenus aussi pratiquer ou étendre leurs connaissances et leur savoir dans cette région-là. Et comme le nom de notre laboratoire de recherche, justement, Acilia Paula, juste pour revenir sur cette femme médecin dont on ne connaît pas beaucoup de choses, malheureusement, on a juste cette épitaphe qu'on a retrouvée, qui a été retrouvée donc, par des fouilles archéologiques à la fin du 19e siècle. Et ces informations nous ont été communiquées lors de la première communication, justement, par Dr. Chadli Ibn Youssef. Et nous avons cette épitaphe donc, qui nous renseigne sur l'existence de cette femme médecin. Et donc, évidemment, nous n'avons pas suffisamment de sources, du moins pas de textes écrits, qui peuvent nous renseigner davantage. Mais c'est intéressant de voir que ce sont parfois pour cette période-là, que ce soit pour la période punique ou même pour la première période de l'Antiquité romaine donc en Afrique du Nord, c'est essentiellement des sources archéologiques qui peuvent nous apporter un certain nombre de renseignements, notamment sur l'activité de cette femme qui était une femme médecin. Donc, nous avions des femmes médecins à cette époque-là et qui certainement donc, peuvent ouvrir d'autres pistes de recherche sur d'autres femmes ou sur d'autres médecins, mais dont les sources manquent. Et c'est grâce aux travaux archéologiques que nous pouvons en savoir un peu plus, même sur d'autres médecins dont les textes ne nous sont pas parvenus. Je vais laisser la parole à Grigory Claes, qui va donc vous présenter quelques noms, des grands noms, disons, des médecins africains qui ont marqué l'histoire de la médecine antique et romaine. Carthage où il meurt vers 170. Et donc, sa pratique scientifique est à la fois théorique, hein, sa médecine est surtout comme iatrosophiste, hein, donc une médecine d'érudition, avec comme orientation philosophique un intérêt pour le platonisme. Mais en même temps, on a quand même aussi des traces de certaines pratiques dans des préparations pharmaceutiques, par exemple. Donc, en fait, on a tous ces textes de science sont globalement perdus. On a quelques indices par son apologie. Et il semblerait qu'il se soit intéressé donc à des
remèdes, des pratiques de soins à partir de substances assez courantes à l'époque, hein, donc qui figurent régulièrement dans la pharmacopée de l'époque, la myrrhe, l'encens, l'hellebore, le pavot. Là, on est plutôt dans des remèdes un peu anesthésiants, hein, aujourd'hui, on pourrait le dire, donc à la limite aussi du poison, donc avec le bon dosage qu'il faut, évidemment. Et alors, une poudre aussi, une poudre dont on a déjà aussi des traces dans les sources plutôt du côté arabe, une poudre pour soigner les dents. Donc là, on est un peu dans l'optique d'un dentifrice. Alors aussi des ouvrages de biologie, aussi bien animale, et là c'est essentiellement perdu, hein, des questions sur les animaux, sur les poissons en particulier, sur la botanique, mais toujours dans un intérêt aussi lié à la pharmacologie. Donc connaître les propriétés des substances animales et végétales. Et puis enfin, un ouvrage sur les phénomènes physiques, le De Mundo. Alors, on va passer à l'auteur suivant. On progresse dans le temps avec Gargilius Martialis. Là, on est au IIIe siècle et on est dans la région d'Osia, donc c'est alors la région de Maurétanie, dans l'Algérie actuelle. Et Gargilius Martialis, c'est plutôt un auteur, on va dire, qui se situe dans la pratique de l'économie rurale, donc c'est-à-dire la façon d'administrer des domaines fermiers, agricoles. Et donc, il va, lui, essentiellement s'intéresser à des sources, notamment latines, Cels, Pline l'Ancien, donc qui sont des compilateurs où il a pu trouver des informations sur le monde naturel, Caton, plus ancien, et Dioscoride et Galien, côté grec, pour tout ce qui est là aussi plutôt de la pharmacopée. Et donc, on a là un auteur qui se situe un peu à mi-chemin entre la médecine d'érudition, une certaine médecine savante, mais qu'il réintègre dans le cadre d'une médecine beaucoup plus profane, une médecine plus populaire, une médecine de terrain dans les domaines agricoles, puisque comme l'a expliqué Meissa, il faut se rendre compte qu'on n'a pas nécessairement une pratique de médecin pour toutes les riches familles romaines. Donc le médecin pouvait venir à domicile, mais ça concerne évidemment plutôt les citoyens qui peuvent s'offrir ce type de service pour eux et pour toute leur maisonnée. Mais il faut aussi savoir distinguer entre les bonnes pratiques de médecin et ce qui est une médecine un peu plus charlatanisme aussi. Et donc, Gargilius offre là, je dirais, une pratique à un plus grand nombre, une pratique plus en autonomie, à partir de remèdes tirés d'environ 60 substances végétales, des légumes, des fruits, avec une volonté de se centrer sur des produits qui sont disponibles de façon relativement concrète et facile pour un peu le tout venant, si je puis dire. Alors, donc, on va passer maintenant à une époque un peu plus tardive, autour du IVe siècle, parce que c'est là que vont se passer un peu plus de choses, en tout cas un développement propre là vraiment à la région de Carthage et du nord de l'Afrique. Il faut se rendre compte qu'à ce moment-là, Rome, l'Empire romain est dans une situation plus fragilisée, notamment sur le plan politique, hein. Donc, il y a certaines révoltes, guerres civiles, etc. Il faut protéger les contours de l'Empire. Et à ce moment-là, Carthage bénéficie d'un environnement plus favorable que le reste de l'Empire, plus prospère, comme l'a expliqué Meissa, notamment avec les pratiques d'agriculture. Et aussi, il faut se rendre compte que là, il y a encore une connaissance du grec qui est plus grande que dans le reste de l'Empire, puisque donc, dans les écoles carthaginoises, on apprenait encore la littérature grecque. On a des indices de cela, notamment via les textes de saint Augustin dans ses confessions, qui nous parlent de cet enseignement et de cette plongée dans la littérature, notamment grecque, justement. Et donc, ça va permettre de se replonger aussi dans la littérature grecque médicale et de la rendre accessible en latin. Et à ce niveau-là, la médecine carthaginoise va être importante. Alors, un premier nom, c'est Helvius Vindicianus, qui est donc originaire, qui a été actif à Carthage et qui a aussi été actif en tant que médecin à la cour impériale qui est alors à Trèves, donc en Allemagne de l'Ouest. Hein, donc le siège de l'Empire s'est déplacé et là il va être médecin pour l'empereur Valentinien pardon, notamment.
Et il va exercer une fonction importante en tant que chef, si vous voulez, du collège des médecins à ce niveau-là. Et puis, il va redevenir proconsul dans la province d'Afrique. Et là, il va notamment côtoyer, être une sorte de mentor pour Saint-Augustin. Il va le repérer au moment de sa première éducation, hein. Il va lui attribuer un prix de rhétorique, notamment, qu'il devra lui remettre en sa qualité de proconsul. Et il va notamment aussi lui donner quelques indications. Augustin reconnaît en tout cas la valeur de l'enseignement de Vinicianus. Et au niveau de ses ouvrages médicaux, donc on a une lettre à l'empereur lui-même, qui est destinée à l'empereur, mais on peut supposer aussi qu'elle est destinée à un lectorat un peu plus large, et qui appelle vraiment à une médecine plus érudite, à vraiment retourner dans les autorités médicales. Et donc, on est là vraiment dans une idée de se détacher progressivement aussi d'une médecine populaire qui serait fort liée à des superstitions, mais là, il y a une volonté de validation de la médecine en retournant vers les autorités médicales. Il écrit aussi une lettre à son neveu, Pintadius, donc qui se lançait manifestement dans des études médicales. Et donc, c'est une lettre qui initie à la théorie des humeurs et à tout ce que cela aussi comporte, notamment la reconnaissance d'une sorte de profil de patient à partir de ses humeurs, donc profil colérique, etc., en fonction des humeurs, en fonction aussi des âges de la vie, certaines maladies qui se déclarent plus que d'autres, en fonction du cycle des saisons. Donc, tout ça lié à la théorie des 4 éléments et finalement, dans le cadre médical, des 4 humeurs. Et enfin, on va voir aussi qu'il va y avoir une tradition liée à la gynécologie et plus largement à l'anatomie, puisqu'ici, son titre gynaikia, donc les choses liées aux femmes, en fait, hein, si on traduit cela, c'est inspiré du grec, évidemment. C'est avant tout un ouvrage d'anatomie de tout le corps, pas uniquement d'embryologie et de reproduction, c'est même une mineure partie de cet ouvrage, mais on voit déjà cet intérêt qui est dans le prolongement aussi des travaux de Soranos d'Éphèse, hein, qui s'était rendu célèbre pour sa gynécologie, justement. Et donc là, on va avoir vraiment un fil qui va être tracé avec les auteurs du nord de l'Afrique. Alors, je continue avec Théodore Priscien, qui est lui-même disciple du précédent dont on a parlé, donc de Vindicianus, lui aussi originaire d'Afrique du Nord. Et donc, il est, lui, vraiment dans cette lignée de vouloir traduire, rendre accessible vraiment ce qui était écrit en grec pour les rendre accessibles en latin. Alors, ce qui est particulier, c'est que lui, il semble qu'il ait rédigé ses œuvres en grec, puis qu'il les ait traduits, peut-être même abrégés, en latin. Donc, on a vraiment les deux versants chez lui, puisqu'il se rend sans doute compte que pour un public plus formé à la médecine, le grec convient mieux, et que le latin convient mieux à une approche plutôt, on va dire, populaire. Et lui, il va vraiment prendre, je dirais, une certaine distance avec une médecine de type plus théorique, plus philosophique, et revenir vraiment à une médecine très, très naturelle. Ceci dit, ces sources sont véritablement très, très variées. On a à la fois un fond qui vient de la médecine humorale, hein, donc du corpus hippocratique, repris par Galien, également de l'école méthodique. Donc, on continue ce fil rouge avec Soranos d'Éphèse, notamment pour toute la partie gynécologie. Et puis également des sources latines de pharmacopée comme Pline et grecques, côté grec, comme Dioscoride. Alors, son œuvre consiste en des remèdes, donc des euporistones au singulier, euporista au pluriel, donc des sortes, ce sont des choses qui sont très accessibles, si on traduisait très littéralement euporista. Et donc, ça se divise en 4 parties. Une première partie sur les maladies externes, la partie phénoménon, donc tout ce qui est apparent, la partie logicus, qui est la partie des maladies internes, qui demande là une certaine capacité d'abstraction, hein, quelque part, de se rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur, dans ce qui est plutôt caché. Donc là, il va s'inspirer de Galien, mais également de Soranos d'Éphèse. Puis une partie sur les maladies féminines, là, directement en lien avec Soranos d'Éphèse, justement. Et enfin, une partie avec des remèdes divers. Donc, on reste vraiment avec Priscien dans cette lignée de rendre accessible la médecine grecque
puisque donc justement à Carthage, il y a encore cet accès par l'éducation vers la littérature grecque. Eh bien, on a encore possibilité d'aller là-dedans et donc de s'adresser à un public un peu plus large que simplement ceux qui vont se former à la médecine, mais aussi de s'adresser par exemple aux sages-femmes, à tous ces assistants dont on a parlé tout à l'heure. Alors, l'auteur suivant, c'est Caelius Aurelianus, et là, on est encore plus dans la lignée de Soranos d'Éphèse. Donc, lui, il est originaire de Sica Veneria, sous son nom latin, donc c'est l'actuel El Kef en Tunisie. Donc, si vous repérez sur la carte, on est là plutôt dans le nord-ouest de la Tunisie actuelle. Et lui, il est véritablement partisan de l'école méthodique, puisqu'il est réellement dans la continuité de Soranos, justement. Et il va, lui, vraiment traduire, transmettre, compiler sous des formes plus accessibles, un peu dans le style des questions-réponses, cet ouvrage de la gynécologie de Soranos d'Éphèse. Et c'est particulièrement important puisque, ici, on a justement une partie de l'œuvre de Soranos d'Éphèse qui est perdue. La gynécologie, on l'a, donc on peut vraiment faire une comparaison du travail de Caelius Aurelianus par rapport à l'ouvrage de départ. Donc, on a des Gynaikia, donc des ouvrages de gynécologie, mais pas que. On a aussi une partie sur les maladies aiguës, Acutarum Passionum Libri, sur les maladies chroniques, donc les maladies qui sont lentes, Tardarum Passionum, au génitif latin, et enfin des responsiones. Donc là, on est plutôt dans une médecine à nouveau un peu plus dans le style de réponse médicale, mais sur un plan assez pratique. Là aussi, des remèdes à prodiguer. Et alors, on va continuer avec Cassius Félix, qui lui, c'est un peu différent. Il s'adresse davantage à un public un peu plus formé, un peu plus professionnel. Et il va être aussi un peu plus dans la lignée de l'école logique. Il est originaire de Numidie, donc probablement né à Kirta, qui est l'actuelle Constantine en Algérie. Et lui, il est un peu plus dans l'érudition médicale, dans un mouvement d'étude, de production. Et il va se faire une sorte de compilateur latin d'auteurs grecs, essentiellement de la secte logique. Pas uniquement, mais quand même essentiellement une tradition plutôt galénique, plutôt dogmatique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a là un ouvrage qui donc compile, rend accessible, à nouveau quand même sous un angle assez pratique, puisque son traité sur la médecine va être un traité de pathologie, où il va reprendre toutes les pathologies selon l'ordre habituel de la tête aux pieds, c'est ce classement habituel, depuis la tête jusqu'au talon, un capite ad calcem, comme on dit en latin traditionnellement dans les études en histoire des sciences, mais principalement axé sur la façon de soigner ces maladies, là aussi. Et donc là, il va être dans une œuvre un peu plus adressée avec encore quelques traces de mots grecs, par exemple. Donc c'est là qu'on peut se dire qu'il s'adresse à un public peut-être un peu plus formé, là aussi, avec aussi une attention pour la chirurgie. Et ça, c'est intéressant parce que dans le monde latin, on n'a pas tellement d'ouvrages justement de chirurgie. C'est une des premières traces latines de certains traitements qui font appel à une pratique chirurgicale encore assez sécurisée, on va dire. Donc, on est plutôt là dans certaines réparations, pas tellement les amputations, mais plutôt tout ce qui est plutôt incision des veines, suture et des choses comme ça. Et alors, je vais terminer le panorama avec un certain Muschio, dont on sait moins de choses, on sait même moins bien le situer dans le temps, probablement 6e siècle, mais en fait, il est surtout connu par sa réception ultérieure, sa réception médiévale. Lui aussi a commenté, a rendu accessible sous une forme comme les questions-réponses, la gynécologie de Soranos d'Éphèse en latin. Et donc, là aussi, son public cible, c'est plutôt un public moins formé, d'un moindre niveau social, et notamment donc, les accoucheuses, les sages-femmes, tous les assistants du monde médical qui n'ont pas nécessairement accès aux sources grecques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à nouveau, dans cette médecine plus populaire, on a une volonté de rationaliser. Un peu comme avec les auteurs précédents, on a une volonté de donner une base qui soit validée par les autorités, qui soit fiable et
plus rationnelles que les pratiques qui font appel à certaines superstitions. Je reprends par exemple Cassius Félix, on a très peu de pratiques tirées de la superstition, juste l'une ou deux qui font appel à un papyrus où c'est écrit le mot aspis, donc ça veut dire serpent en grec, et ça, il faudrait enrouler la morsure du serpent, la blessure de ce papyrus où c'est écrit aspis dessus. Mais voilà, on a très peu d'exemples de ce type-là, et avec Muschio, on est là aussi dans une dynamique qui fait plutôt appel à une médecine populaire, mais validée par l'érudition, des remèdes, on va dire, bien circonscrits, notamment de pharmacopée. Alors, je passe aux conclusions justement de ce qu'on a voulu tracer sur l'apport, les particularismes de la médecine en province d'Afrique, médecine donc romaine. Et donc, je reprends quelques éléments essentiels dont on a discuté. Et donc, il y a vraiment cette volonté à ce moment-ci, là où dans la Rome, ça commence à se perdre un peu l'accès au grec, il y a cette volonté de préserver, de diffuser des savoirs dans l'Antiquité tardive, notamment par le biais des traductions, c'est un premier biais, mais aussi par le biais d'une assimilation, comme je l'ai dit pour Cassius Félix, par exemple. Et donc, assimilation dit aussi compilation. Alors, on perçoit parfois un peu, pas tout à fait à sa juste valeur, ce travail-là. On le perçoit parfois comme un simple travail de diffusion, comme une étape, mais qui n'apporte pas d'originalité. Alors, c'est un peu vrai sur le plan des contenus, on n'a pas tellement d'originalité, de nouveauté en termes de contenu. Mais par contre, il y a un véritable apport sur le plan de l'histoire de la médecine parce que ça rend accessible une médecine à toute une couche de population différente. Et le travail de compilation, c'est un travail véritablement de synthèse, donc aussi de sélection de ce qu'il est important de connaître pour la pratique médicale. Et donc, ça contribue véritablement à un travail sur le savoir en lui-même. Ce n'est pas simplement une ligne qui fait le lien sur une ligne du temps et donc juste une diffusion. C'est vraiment un travail aussi d'assimilation, d'appropriation de savoir antérieur. Alors justement, donc, dans le développement d'une médecine populaire, alors on l'a vu en plusieurs temps avec Gargilius, là on est vraiment dans une médecine de terrain accessible pour l'autonomie du citoyen romain, hein, de celui qui dispose justement d'une propriété, d'une économie rurale et donc d'un accès aussi directement à certains produits végétaux. Alors, par le travail aussi donc de compilation de manuels d'une médecine pratique, il y a la volonté de recourir donc à des produits qui sont disponibles et non plus à des produits qui nécessitent une exportation, qui nécessitent un prix élevé. Une volonté aussi de rationalisation de la médecine par rapport à des pratiques de superstition. Et alors, cette notion de vulgarisation de la médecine, en fait, elle s'inscrit quand même dans un cadre un peu plus large que la médecine carthaginoise. On note déjà ça dans la médecine latine avec Cels, par exemple, qui est aussi qui donne accès à différentes sources antérieures. Aussi avec Serenus Samonicus, qui a écrit un poème scientifique, donc d'accès à la science. Mais ce qu'on observe ici avec les médecins de Carthage, c'est quand même une volonté de s'écarter davantage de toute une médecine superstitieuse qui reste encore assez présente, par exemple chez Serenus Samonicus. Mais donc, on est déjà dans cette volonté voilà, ça ne vient pas de nulle part non plus, cette volonté de vulgarisation. Et donc, on est véritablement là, à Carthage, avec un point de transmission sur la chaîne, véritablement. Donc, si on reprend, il y a tout le corpus hippocratique et galinique en grec. On sait que tout ça va passer à Byzance, puis dans le monde arabe. Et ce qu'on sait moins, c'est ce rôle joué par la médecine romaine, justement, de première assimilation, qui va aussi pouvoir être ensuite rediffusé vers le monde byzantin et ensuite vers le monde arabe. Alors, on va avoir différentes façons différents canaux par lesquels ça va passer. Donc, une influence sur la tradition spirituelle. Bon, j'en ai pas tellement parlé, mais Tertullien, qui est un auteur aussi de Carthage, dans son traité sur l'âme, par exemple, va beaucoup s'inspirer de nouveaux savoirs médicaux, notamment sur la question de l'animation de l'embryon,
à quel moment survient l'âme dans l'embryon, comment ça se passe, le développement de l'embryon. Bien, tout cela, il fait évidemment appel notamment à Soranos d'Éphèse par le biais d'autres auteurs latins qui l'ont eux-mêmes repris. Saint Augustin, Augustin d'Hippone, donc, qui est originaire de Tagaste en Algérie, mais qui va être aussi formé et actif à Carthage, puis comme évêque à Hippone. Lui aussi, on avait évoqué le fait qu'il avait rencontré le médecin Vindicianus, et on s'aperçoit que dans ses sermons, dans ses confessions, dans ses différents ouvrages, il fait régulièrement référence à des médecins qu'il a croisés. Et donc là aussi, dans toute la vision de l'âme aussi, du développement de l'âme, il y a clairement une imprégnation médicale, plus généralement, hein, donc aussi galénique, mais on peut supposer là aussi une imprégnation de tout ce qui se passe sur le terrain de sa formation, notamment à Carthage. Alors, on a des traces de tous ces médecins dont on a parlé, on en a des traces dans la littérature postérieure, médiévale, du début du Moyen-Âge, avec Cassiodore, par exemple, qui reprend Caelius Aurelianus. Donc, ce sont toutes des sortes de compilateurs. Cassiodore, Isidore de Séville pour le côté latin, Bède le Vénérable. Alors, on a aussi un médecin byzantin, comme Alexandre de Tralles, qui va utiliser Priscien. Donc, rappelez-vous, Priscien, il avait à la fois écrit en grec et en latin. Et donc là, il va imprégner d'une certaine façon la médecine byzantine, via notamment Alexandre de Tralles, qui est un de ses importants représentants. Alors, on a aussi une percée vers on va dire vers les compilations, les recueils médicaux latins plutôt occidentaux. Donc, les Tereoperica, c'est un recueil du IXe siècle, donc probablement plus tôt que ce qu'on imaginait il y a encore quelques années, parce qu'on a retrouvé un manuscrit justement parisien du IXe siècle. Et donc, il va utiliser notamment Cassius Félix. Et on reste vraiment dans cette volonté de diffuser des savoirs médicaux variés dans le monde latin. On est là avant les écoles de Salerne, probablement, ou en tout cas dans les tout premiers développements, avant Constantin l'Africain, par exemple. Et enfin, une percée aussi dans les traductions vernaculaires. Ça, c'est encore un domaine qui est peu investigué, peu connu, notamment pour Muschio. Il semblerait qu'on ait des traductions vernaculaires de son œuvre, et il est possible qu'il y ait d'autres imprégnations. Alors, les imprégnations vont se faire par toute une série de pratiques, d'attitudes qui vont se transmettre. Alors, tout ça, c'est évidemment difficile de véritablement circonscrire ça quand on travaille sur des textes écrits, sur un corpus textuel. Évidemment, ce sont des choses qui apparaissent moins, ce sont des influences souvent presque tacites, hein, souvent cachées, mais on peut évidemment facilement supposer qu'il y a là toute une continuité dans des pratiques, et donc qui vont percer vers le monde byzantin, et ensuite aussi sur place à Kairouan. On n'est pas très loin, hein, dans les dates aussi, avec le développement de la médecine à Kairouan. On peut supposer qu'il y a là aussi un socle commun qui a perduré sur place. Alors notamment dans le domaine de la santé publique, mais ça vous avez parlé du développement d'infrastructures dans le monde romain, hein, notamment les aqueducs, les thermes. Eh bien, c'est quelque chose évidemment qu'on retrouve dans toute la médecine, qu'on retrouvait déjà dans la médecine grecque, mais qu'on va encore développer bien plus dans le monde arabe, dans la médecine arabe, avec l'usage clairement des bains et d'une hygiène, hein, véritablement, qui est accessible à l'ensemble de la ville. Et ça, c'est important aussi de se rendre compte qu'il y a pas seulement des familles qui sont privilégiées, mais aussi là une volonté d'élargir à un plus grand nombre l'accès à l'hygiène. Alors, on parlait de Rufus d'Éphèse aussi, qui a exercé une grande influence sur les médecins de Kairouan, en passant donc par le monde byzantin, notamment chez Isaac ibn Imran. On peut supposer aussi que d'autres de cette période romaine ont percé dans la médecine de Kairouan. Alors, clairement Dioscoride, clairement Galien, mais pourquoi pas aussi des sources plus locales. Là, ça demanderait encore une étude aussi un peu plus ciblée. Et clairement aussi le lien avec Soranos d'Éphèse. Donc la médecine ultérieure va beaucoup se baser sur une école plutôt, on va dire, logique, ou en tout cas une médecine assez philosophique, hein, avec le corpus hippocratique qui va se diffuser, avec Galien. Et là, avec Soranos d'Éphèse, clairement, on a une lignée plutôt vers l'école méthodique, qui a eu un impact clair pendant tout le Moyen-Âge. Et il est évident qu'un auteur comme Caelius Aurelianus, hein, donc originaire du Kef, de l'actuel Kef, a clairement influencé et a participé à tout ce développement.
Et donc, si on reprend les travaux de M. S. Adam, des médecins, des traités médicaux carthaginois, comme ceux de Caelius, comme ceux de Cassius Félix, ont clairement pu circuler dans l'Espagne visigothique, puisqu'ils ont été repris, cités par Isidore de Séville. Donc, c'est qu'ils ont percé du côté de la péninsule ibérique, et à partir de là, pourquoi pas, pu être accessible aussi à toute la médecine arabe qui va se développer dans la péninsule ibérique. Et donc, on a aussi toute une série de pratiques anciennes qui sont héritées. On parlait de la Carthage punique aussi tout à l'heure, donc clairement une attention pour l'hygiène, pour la diététique aussi, pour des recettes pharmacologiques. On a parlé du dentifrice aussi tout à l'heure avec Apulée. Donc là, on a clairement aussi probablement des lignes de choses qui sont partagées par toute une série de cultures différentes et qui se réunissent dans le nord de l'Afrique à ce moment-là, autour de Carthage. Et donc, la dia suivante, pour terminer, avec donc une volonté qu'on avait aussi de retourner sur cette idée d'un axe gréco-romain qui est parfois compris de façon un peu restrictive. Donc, quand on dit gréco-romain, si on regarde grec, juste la Grèce, Athènes, et romain, Rome, évidemment, on oublie beaucoup de choses, beaucoup de zones, beaucoup d'aires culturelles qui ont aussi leurs particularités. Clairement, côté grec, on a vu l'importance de zones comme Pergame, comme Alexandrie. Et ici, clairement, du côté romain, quand on comprend l'Empire romain, souvent on masque un peu, on enveloppe sous le terme Empire romain toutes des réalités différentes et on oublie les localités dont sont originaires les auteurs, et particulièrement ici Carthage, par exemple, pour Cassius Félix, et pour d'autres, Vindicianus, etc., aussi Caelius Aurelianus pour le nord de l'Afrique. Et donc, on oublie un peu, tout ça est un peu masqué derrière une étiquette gréco-romaine qui cache un peu, qui est un peu européocentrée d'une certaine façon, et qui masque un peu les différentes réalités locales. Et donc, c'est une volonté aussi ici de faire connaître et de réhabiliter des rôles joués par notamment Caelius Aurelianus, qui n'est pas qu'un simple traducteur. Et je terminerai avec cette citation pour vous sensibiliser à cette question justement de la diffusion. Donc, c'est une citation reprise des travaux de Dysart. Les traductions, donc je le traduis directement en français, les traductions de Caelius Aurelianus servent en tant que lien historique important dans la transmission de la pratique médicale grecque et dans la pensée grecque à travers tout l'Empire romain tardif et le Moyen-Âge. Donc voilà, on a souhaité vous faire prendre conscience de tout cela autour d'un parcours finalement très riche. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de points encore à creuser. Je vous remercie pour l'attention. Donc voilà, on vous fournit aussi les repères bibliographiques pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin. Vous voyez qu'il y a vraiment de quoi creuser. Je laisse Meissa peut-être terminer, dire le mot de la fin pour la suite du cycle. Merci beaucoup, Grégory. Bien, voilà, c'était l'objectif de revenir un petit peu sur une période, comme tu l'as bien décrit, méconnue, encore quelques sources manquantes, quelques éléments que l'archéologie, comme je disais tout à l'heure, nous a donné quelques éléments, mais il reste évidemment beaucoup de choses à creuser. On a voulu uniquement donner un panorama peut-être très général. On a essayé de présenter quelques grands noms, mais il est bien sûr encore nécessaire et très intéressant de revenir sur les textes et de voir la chaîne de transmission, parce que visiblement, il y a eu énormément de passages de transmission, de circulation, et comme on l'a dit, qui a été peut-être un peu dilué dans l'Empire romain, mais il y a beaucoup de particularismes, on l'a bien vu à travers ta description tout à l'heure, notamment de Carthage, à travers donc une histoire longue qui a assimilé et qui a gardé quand même un héritage très long depuis la période punique, en passant donc par la période romaine, et qui ensuite s'est diffusée donc, vers Kairouan, qui elle-même avait ses particularismes par rapport au reste de la médecine arabo-musulmane, de l'empire arabo-musulman. Et donc voilà, on a essayé de faire cette présentation relativement générale qui mérite réellement des études beaucoup plus poussées, qui sont en cours, puisqu'il y a un renouveau dans ces études-là depuis quelques années. Mais on a vu que ces travaux, donc, à travers cette bibliographie, sont assez récents et qui méritent encore une fois d'être poursuivis.
Donc, merci beaucoup et à très bientôt donc, pour la suite du cycle de conférences.